Premier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalé-Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. La maison d'arrêt de correction de Nouna dans la Kossi a été la cible d'une attaque d'hommes armés non identifiés. Le premier bilan faisait état de nombreux dégâts matériels et de plusieurs détenus portés disparus. Au-delà du bilan, c'est le mode opératoire et le choix de la cible qui suscite beaucoup de débats et de commentaires. Le sujet, il est enrôlé à cette première convocation du tribunal de l'actualité. Explosion sur le site d'orpaillage de Gongombiré dans la province du Poni. La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Gawa a tranché. Le principal auteur a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans, dont 2 assortis de sursis et une amende ferme de 10 millions de francs CFA. L'explosion, faut-il le rappeler, avait fait 63 morts. Analyse et décryptage de ces deux sujets après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? C'est juste pour souhaiter une très bonne semaine. C'est lundi, je vais sacrifier au rituel. Beaucoup de courage à tout le monde. Très bonne semaine aux uns et aux autres. Comme j'ai toujours une pensée également pour les élèves, parce que c'est le dernier mois pour ceux qui ne sont pas dans les classes d'examen. À partir du dernier jour du mois de mai, c'est fini. Ils iront en vacances. Donc déjà, du courage au personnel encadreur, au personnel d'encadrement, courage aux parents et puis aux élèves surtout, ceux qui sont dans les classes d'examen. Donc ils vont préparer les examens et concours du secondaire. Et courage également à toutes ces personnes qui sont impliquées dans ces choses-là. Pour le reste, un bon lundi et excellente semaine. D'accord. Nous allons passer la parole au juge Vaha. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Oui, merci Président. Pour mon avant-propos, je vais revenir sur la semaine dernière et notamment le monde sportif qui nous a donné plutôt des bons points, on va dire comme ça. Je commence par le calumet de la paix qui a été fumé au niveau de la Fédération burkinabé de football. On a vu les dissidents au niveau du comité exécutif de cette fédération-là et le président Bansé qui était à couteau tiré, donc se retrouver tous sur une même ligne, prendre une photo pour immortaliser le rapprochement qui a été fait. Je pense qu'il y a même un document qui a été paraphé. Donc c'est bon et on espère que cela s'est fait avec toute la sincérité qu'il faut et qu'on laissera loin derrière les turpitudes, les clivages et les moments troubles qu'on a connus très récemment, et que ces messieurs-là auront toute la hauteur et la garderont pour qu'on puisse mener notre football à un cap qui soit plus intéressant. Je rappelle, Abidjan, bien Côte d'Ivoire 2023, parlant de la CAN, c'est déjà arrivé. On a des matchs qui courent dans encore quelques semaines. Donc, il faut appréhender tout cela avec beaucoup de sérénité. Ça, c'est le premier bon point. Un deuxième bon point, c'était le week-end. On sait que pour ce qui est de notre Ligue 1 Lunabé, il y a un classement très serré, et cela donc ajoute du piment à ce qui est en train de se faire. Et il y a un fascico qui a été bien vendu, ça il faut le dire, avec l'implication de tous, journalistes, influenceurs, artistes et tout. En tout cas, chacun a usé de son aura, de sa capacité, n'est-ce pas, à cristalliser les attentions pour qu'il y ait un monde au niveau donc, de nos stades pour regarder les rencontres. Et donc, on a vu aussi que cela a eu des fruits parce qu'il y a eu des chamboulements avec, je pense, l'EFO qui, avec son match 1-0, parvient à la deuxième place. Il y a l'ASFA qui, donc, avec la déconvenue, je pense, redescend. Il y a le RCK qui, avec sa victoire face au Bobolais de Kiko FC, se positionne en première place. Donc, vous savez, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, à la fois que ce soit serré, mais aussi qu'on ait vendu notre championnat de sorte à ce qu'il y ait cette envie, cet engouement à venir au stade. Et je crois que ça, c'était un bon point.
Merci, messieurs les juges, pour en tout cas ces analyses. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, 1 mort et une 60aine de prisonniers libérés. C'est le bilan de l'attaque de la prison de la ville de Nouna. Alors, juge Bougma, après les commissariats, les gendarmeries, les écoles, maintenant c'est un autre symbole de l'État qui est attaqué, une autre institution, la justice. Oui, la justice qui souffrait déjà beaucoup parce que beaucoup de juridictions ont fermé au niveau des endroits où il y a des attaques terroristes. Il y a d'autres qui fonctionnent au ralenti compte tenu des attaques terroristes. Et puis, on en arrive jusqu'à ce niveau. Là, effectivement, le symbole, il est très fort. Et donc, ici, c'est une autre étape de franchie dans cette lutte contre le terrorisme où nous avons choisi la voie du dialogue. Donc, nos autorités ont fait le choix du dialogue. Et donc, c'est au moment où le dialogue se poursuit, bon, je ne sais pas si ça continue en tout cas, qu'on a ces choses-là également qui interviennent. Ce qui fait que ça élargit le champ par rapport à ce dialogue-là. Pour ceux qui ont pris la tangente, est-ce qu'il faut aller dialoguer avec eux ou négocier avec eux pour qu'ils reviennent dans les geôles, ou il faut aller les chercher par la force pour les ramener? Je ne sais pas, mais je dis, dès qu'on a fait le choix de dialoguer et de ne pas négocier, bon, par moment c'est difficile à comprendre la nuance entre les deux à un moment donné, parce que la réalité du terrain, bon, comment est-ce que on intègre ces choses-là? Mais les attaques continuent. Mais monsieur a demandé un délai de 5 mois. Peut-être qu'au bout de 5 mois, ces choses-là aussi pourront être réglées. Mais j'ai dit, c'est une autre étape quand même, grandeur nature de franchir dans la lutte contre le terrorisme où ils sont venus. Je ne pense pas que c'est pour libérer les prisonniers. Certainement, c'est l'heure qu'ils cherchaient. C'est leurs compagnons, leurs camarades de combat qu'ils sont venus chercher. Ce n'est pas pour aller attaquer la prison et libérer seulement des prisonniers. Non. Certainement, d'autres en ont profité pour se faire la belle, mais selon les témoignages, ils sont venus chercher leurs éléments. C'est tout simplement ce que je peux dire. D'accord. Alors, c'est vrai que ce n'est pas l'attaque la plus meurtrière, mais elle a cristallisé les attentions, elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive à travers le choix de la cible qui est une prison. C'est quand même une première, une attaque avec ce qu'on a vu, des prisonniers libérés. Justement, est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce que ça a suscité comme réaction, aussi bien au sein de l'opinion que sur la toile? Non, on peut comprendre aisément et logiquement les réactions qu'il y a, parce que c'est vrai que ceux qui étaient peut-être dans ces prisons-là n'avaient pas encore été jugés pour certains, donc il y avait la présomption des charges qui pesaient sur eux. Mais je crois aussi que lorsqu'il s'agit de terrorisme et de personnes qui ont été écrouées, soupçonnées dont les charges sont avérées, je crois qu'on est un peu plus regardant sur leur sort. Et puis, sur, comment dire ça, la capacité des autres à venir les recueillir, les récupérer, et aussi notre capacité à les repousser au cas où. Et puis, pour ce qui est de là, quand on regarde, il y a le problème que, selon certaines révélations, ils ne sont pas venus comme ça de go. Il y a eu plusieurs incursions premières et qui avaient été fortement remarquées, donc ce n'est pas une grosse surprise. Ils étaient très intéressés par la prison, ils avaient des gens qui voulaient faire sortir et ils avaient déjà commencé à s'activer et les uns et les autres criaient déjà pour. Et là encore, comme à l'accoutumée, l'impression que ça donne, c'est de n'avoir pas pris toute la mesure des choses, c'est de n'avoir pas pris les dispositions. Et en même temps, qui est-ce qu'on met en danger? C'est l'administration de la prison. C'est aussi ceux qui sont à charge de garder la prison. Parce que regardez ceux avec quoi ces messieurs-là sont venus. Ils ne sont pas venus seulement à moto, ils sont venus avec des pick-up. Et quand on regarde le type d'armes qu'ils ont utilisées, nous ne sommes pas des puristes, mais ça on les entend souvent citer lors de gros assauts. On parle de mitrailleuses 12.7, de PKMS, de fusils, les Kalachnikov comme on connaît. Et quand certains témoins parlent des impacts et des portes qui ont été défoncées, ils sont venus avec un vrai arsenal. Et pour moi, ils ne peuvent aucunement
employer autant de force, autant de personnes, autant d'envie, si les personnes qui étaient écrouées là n'en valaient pas la peine. Donc comment on peut avoir des prisonniers dans notre système de lutte antiterroriste qui soit pour moi à un niveau aussi important, parce que sûrement dans la chaîne évidemment, et qu'on se fasse surprendre ainsi. C'est la question que je me pose. Parce que s'ils viennent avec cet arsenal-là, ça veut dire que les personnes qu'ils sont venus chercher là, c'est des personnes qui leur tiennent à cœur. Et puis c'est des personnes qui, dans leur dispositif, sont essentielles. Sinon, bon, c'est pas la première fois qu'on en attrape ou bien qu'on en écoute. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, ça met à mal encore nos capacités d'anticipation. Et puis, vraiment la stratégie dont nous parlons tout le temps, la question de l'offre domestique contre le terrorisme. S'il faut envoyer des soldats mourir, parvenir à captiver des personnes et tout, et puis se retrouver dans des situations pareilles, c'est vraiment décevant. Il n'y a pas un autre mot, c'est décevant. Il y a un bilan humain, un mort, il y a aussi des prisonniers qui ont été libérés et certainement parmi eux des terroristes qui sont dans la nature. Cela ramène justement le débat sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits humains, on l'a dit. Certainement des prisonniers qui étaient écroués au niveau de cette prison de Nouna. Dans le débat, quand on écoute certains, la place d'un terroriste, ce n'est pas en prison. Et justement, c'est sûr que c'est en contradiction avec ce qui est défendu par les structures de défense des droits humains, mais justement le débat il revient, on ne peut pas empêcher certains d'avoir cette position-là, juge Bougman. Oui, mais vous dites un mort et puis des blessés, alors que quand je lis le communiqué sur la page, il y a dessus actuellement sur la page du service d'information du gouvernement, qui a été publié il y a 12 heures, on dit aucune perte en vie humaine et aucun blessé. Non, il y a la précision du décès d'un chef d'OSO qui a été apporté. Oui, mais je m'en tiens à la thèse officielle. Parce que ce qui est flagrant, c'est deux choses. Le bilan de l'attaque aux premières heures fait état de dégâts matériels, aucune perte en vie humaine, ni de blessés n'ont été enregistrés. Donc, alors que des témoignages font état de ce qu'il y a eu un blessé qui a même été emporté par ceux qui ont attaqué la prison. J'ai dit il y a 12 heures que ce communiqué il est en ligne, mais il n'y a aucun bilan. Ça dit qu'on ne connaît même pas, dans la voie officielle jusqu'à l'heure là, en tout cas par la voie officielle de notre gouvernement, on ne connaît pas combien de détenus sont dans la nature. Et de quoi est-ce qu'ils sont capables. Ailleurs, on vous signale, ce sont des détenus qui se sont évadés. Ils sont capables de faire ci, de faire ça en fonction de leur profil et de ce qu'ils ont comme background en termes de capacité de nuisance. Voilà. Mais ici, même ces précisions n'ont pas été données. Le minimum, on ne peut pas faire le portrait robot de tous ceux qui sont sortis, mais quand même, il y a des têtes. Je m'attendais à cette précision dans un communiqué de nous dire il y a tel ou tel profil, il y a tel nombre qui était là et qui avait été effectivement épinglé pour des faits de ceci ou faits de cela. Ça donne une idée de qui est sorti. Notre ministère de la Justice ne peut pas faire ça. Plus d'un jour après. Et le communiqué, j'ai dit, ça fait 12 heures qu'il est en ligne sur la page du service d'information du gouvernement. J'essaie d'avoir des ressources pour éviter tous les problèmes. Donc, 1, on n'a pas leur nombre. 2, on ne connaît pas leur identité. 3, donc à défaut de connaître les identités, au moins un portrait robot de profil, quoi. Parce que les témoins disent que quand ils sont arrivés, ils ont même appelé des gens, clairement. Et ils sont venus pour ça. Donc ça veut dire que le portrait robot des personnes, on peut au moins dresser ça, rien. L'autre chose, j'ai dit bien qui est flagrante, c'est que les témoignages font état de blessés. Et ici, on dit qu'il n'y a aucune perte en vie humaine, ni de blessés. Bon. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Mais là n'est vraiment pas le débat, quoi. Le nombre, le gouvernement ne sait pas combien de détenus sont sortis. En quoi est-ce que communiquer sur le nombre pose un problème? De toute façon, ils sont déjà dehors.
Il paraît que certains d'ailleurs ont commencé à commettre des exactions. Pour répondre à la suite de votre question par rapport au débat, la place d'un terroriste n'est pas ici. Voilà. Mais ceux qui sont sortis ne sont pas d'abord eux tous des terroristes. Il y en a qui ont été pris pour autre chose. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, il y en a qui sont soupçonnés, à tort ou à raison, d'être de connivence avec les terroristes. Donc, compte tenu du fait qu'il y a la présomption, comment on appelle ça, d'innocence, le mieux c'est d'investiguer. Donc, je ne peux pas, dans ces conditions, soutenir tout de go que c'est des terroristes, c'est ceci ou cela, alors que j'ai dit certains, c'est dans des enquêtes qui sont en cours. Pour les cas avérés à l'issue d'un procès, au moins là c'est clair. À Ouagadougou, quand il y a eu le procès, vous voyez même qu'il y a eu même des acquittés qui sont venus de la prison de haute sécurité. Il y a au moins un qui a été acquitté au bénéfice du doute pour suffisance de preuve. Je ne sais pas moi qui a été acquitté. Donc, dans ces conditions, voilà. Donc, effectivement, sur la question, les uns et les autres n'ont pas la même façon de voir les choses. Mais je dis bien aussi avec juste raison. Avec juste raison, les uns et les autres n'ont pas la même façon de voir les choses. Et c'est aussi un sujet qui est très passionnant, qu'on aborde également avec suffisamment de passion, parfois pour des convictions religieuses, parfois pour des convictions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et la promotion des droits humains, dans le cadre de la promotion des droits humains. Donc, les uns et les autres n'auront réellement pas le même niveau de regard. L'essentiel, c'est de dire le droit et de dire la vérité. C'est ça l'essentiel. D'accord. Alors, juge, c'est vrai que Bernard le rappelait tantôt, le chef de l'État a donné un rendez-vous, 5 mois pour faire le bilan de ce qui est mené sur le terrain comme action dans la lutte contre le terrorisme. Mais quand on voit la recrudescence des attaques, ce qu'on a observé ces derniers temps, est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire sur les nouvelles autorités? Oui, mais c'est une pression supplémentaire. Et puis, moi je dis, il ne faudrait pas oublier quelque chose. C'est que, quoi qu'on dise, le président Damiba, il a fait le diagnostic dès qu'il est arrivé et a égrené les raisons pour lesquelles un coup d'État a été fait. Donc, pris au mot, on attend donc le changement de paradigme, on attend le changement de cap, on attend la réponse nouvelle et les résultats avec. Et c'est ça la réalité. Donc, c'est vrai qu'il y a un temps de latence pour les Burkinabés qui se veulent logiques avec eux-mêmes, qui se disent c'est vrai, bon, même s'ils étaient dans l'opérationnel avant et tout, mais aujourd'hui c'est eux qui décident. Donc, il y a peut-être qu'ils sont montés un cran au-dessus, donc ont une meilleure vision des choses et peuvent planifier, mais il y a un temps de latence qu'il faut devoir accorder, un temps de grâce, et puis après observer. Et aux premières observations, je pense que les Burkinabés n'étaient pas forcément rassurés. Et quand le président sort à nouveau et dit dans 5 mois je ferai un bilan, c'est comme un genre de temps de grâce. Je ne dirais pas qu'il est demandé, mais en tout cas qui veut être donné en termes d'accord. Bon, là encore on s'est dit on va regarder, mais en attendant, il y a quelquefois des éléments qui arrivent qui nous rappellent que ça n'a pas fortement changé, la situation dans laquelle on est. Et ce qui se passe à Douda, pour moi, c'est assez grave. C'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce que ça ne s'est passé qu'il y a quelques heures, on va dire comme ça, mais on ne peut pas aujourd'hui dire que c'était des terroristes qui sont venus libérer d'autres terroristes, mais de mémoire, on est au Burkina, de mémoire, c'est vrai qu'on parle, c'est vrai, de djihadisation du banditisme, de banditisation du djihadisme, mais de mémoire, on n'a pas vu un arsenal pareil, avec une intrusion dans une ville, attaquer une prison pour sortir un bandit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de façon logique au moins ce vers quoi vous pouvez pencher. On n'est pas un pays qui, je ne sais pas, qui est dans un contexte qui est différent. On est de plein pied dans un terrorisme ici. Quand on dit homme armé non identifié, la plupart du temps, c'est l'appellation de ce qu'on sait. Maintenant, c'est vrai qu'on ne pourra pas dire clairement que c'est des terroristes, mais d'emblée, je ne pense pas que des bandits circulent avec autant de matos, autant d'armes, et puis avec une armada pareille, et venir inquiéter une prison comme ils l'ont fait.
Ça veut dire que on devrait maintenant avoir peur. C'est-à-dire qu'outre le terrorisme, il y a peut-être un genre de banditisme à la nigériane là, qui est en train de s'organiser et qui devrait faire peur. Et s'il devrait avoir une conjugaison, on sait qu'il y en a déjà, mais s'il devrait avoir une conjugaison avec un type de banditisme qui est passer un cap pour arriver à cette étape de force de frappe, il faut craindre encore. Mais moi, quand on regarde, ça n'a tout l'air d'hommes armés non identifiés qui soient venus libérer des leurs, et ça n'a tout l'air d'être des terroristes qui soient venus libérer des leurs. Et ça fait qu'on se pose énormément de questions. Et d'autant plus que quand on écoute les témoignages, il y a de façon récurrente ceux qui disent que la ville était déjà sous cette menace-là. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure, Bernard rappelait le communiqué. Peut-être qu'il n'y a pas d'actualisation, mais quand vous allez sur le site de l'AIB, ils sont assez clairs. Il y avait les dozos qui sont venus prêter main forte aux forces de défense et de sécurité. Et parmi ces dozos, il y a un qui a été, je pense, touché. Il a été évacué. Il a trouvé la mort c'est l'information que nous donne l'AIB dimanche matin, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça a été repris par beaucoup d'autres presses. Donc ça a l'air fondé. Quand vous regardez aussi, apparemment ils ont eu des blessés aussi dans leur rang. La preuve, ils auraient attaqué avant de partir comment c'est qu'on appelle ça, le dépôt pharmaceutique qu'il y avait dans un centre hospitalier, là, je pense celui central même de la ville, avant de partir. Donc peut-être pour faire des provisions, ou en tout cas pour régler des cas qu'ils ont eu sur le terrain, mais en tout cas ça ressemble beaucoup à ça. Et ils ont attaqué à quelle heure? Toujours lorsque vous prenez les témoignages, c'est aux environs de 0 heure. Les tirs ont été nourris jusqu'aux environs de 4h-5h du matin. Donc c'est une vraie armada qui est venue. C'est une vraie force de feu qui est venue. Ça fait que bon, on ne peut être que craintif. Regardez ça, c'est pour une prison, c'est pour venir libérer certains prisonniers. Ça veut dire que quand on prend les niveaux les niveaux de zone à fort à fort dispositif de sécurité, la prison dans une ville, c'est un niveau quand même qui n'est pas bas. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils voulaient attaquer à Nouna, ils l'auraient fait aisément. S'ils sont venus à bout de cette prison là, ça veut dire toute autre cible, ils l'auraient atteint aisément. C'est aussi ce que ça veut dire. C'est pour ça que c'est à la fois la crainte de voir peut-être un genre d'inertie face à une menace qu'il y a depuis un certain nombre de temps, et puis se poser la question de savoir s'il y a des prisonniers dont le relationnel et les liens pourraient exposer autant, pourquoi les garder dans une ville pareille alors qu'on sait qu'elle est à la merci de ces personnes-là, pour peu qu'elles s'organisent et qu'elles viennent. En tout cas, elles l'ont démontré avec leur sortie. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a des choix qui posent problème, sur lesquels il y a des questionnements logiques et qui peuvent être faits. Et puis, il y a une exposition outre mesure des habitants d'une ville qui semblent être voués à eux-mêmes. Parce que cette même force de feu-là, si elle avait comme cible autre chose à Nouna que la prison, ça allait être encore pire. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. La question de... le terme qui est employé, c'est la restauration. Je crois qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce que ce qu'on apprend et ce qu'on entend toujours, c'est plutôt des villes qui sont sous le siège, mais des villes qui sont encore sous des faits nourris, mais très inquiétés. Donc avec un genre d'avancée qui est en train de s'affirmer. Et pour beaucoup, c'est qu'on a déjà dans les 100 jours, quoi qu'on dise, on aurait peut-être pu passer à comme un genre d'hémorragie, qu'on aurait pu faire cesser net, et après maintenant pour lesquels en termes de traitement on revient en termes de compléments pour que le malade puisse se refaire une santé. Mais là on a l'impression que l'hémorragie est en train de continuer, et c'est le triste comptable que nous rappelle par exemple ce qui est en train de se passer à nous là. D'accord. Alors juge Bourma, on l'a dit, il y a ce rendez-vous qui a été donné par le chef de l'État pour dresser un bilan, en tout cas pour ce qui a été mené ou ce qui est mené comme action sur le terrain. Mais au regard de l'évolution de la situation sécuritaire, on peut dire que l'horloge ne tourne pas en faveur du chef de l'État. Bon, oui. En tout cas, si on s'en tient aux premiers signaux, je dis qu'on se pose des questions sur les 5 mois. Mais maintenant, comme tout peut aller vite à un moment donné,
par rapport à l'inversion des tendances ou à l'équilibre du rapport de force. On attend de voir parce qu'on n'a pas fait la moitié des 5 mois. Et s'entend par moitié 2 mois et demi, quoi. 2 mois et demi. Mais on y tend vers. Mais effectivement, parce que effectivement ici, je dis bien, nous faisons, nos militaires font ce que les Maliens, la différence de ce que les Maliens font. Les militaires maliens font ce qu'un militaire fait. C'est la guerre contre l'ennemi, avec ses forces, avec ses faiblesses. Le militaire sait également que les négociations sont possibles à un certain niveau de rapport de force. Et donc, mais nous avons choisi de dialoguer. On a dit qu'on ne négocie même pas. Nous dialoguons. Mais en même temps que nous dialoguons, on demande un délai de 5 mois. 5 mois dans la guerre, ou 5 mois dans le dialogue, ou 5 mois dans la négociation. On dit les deux. Bon, mais en attendant, on n'a même pas encore atteint l'équilibre des forces. C'est nous qui sommes toujours qui faisons les frais. Donc, est-ce que les 5 mois pourront tenir? Et quelles pourraient être éventuellement les conséquences? 5 mois que vous donnez et 1 mois est fini, on entame le 2e mois et on risque de perdre certaines localités. L'axe Kaya-Gibo, le risque est très grand. La menace de perdre le tronçon, elle est très grande. Donc, ça, il faut se poser courageusement des questions. Pendant les 5 mois, c'est où est-ce qu'on va, c'est quel résultat on va atteindre. Pour une prison, je dis bien, qui est attaquée, et un communiqué qui vient des heures et des heures après, mais qui ne donne pas suffisamment de clarté, même jusqu'au signataire. Dans un gouvernement qui gère une crise, il y a problème. Parce que le communiqué est signé par la direction de la communication et de relations presse. Point. C'est une signature là-dedans. C'est la direction qui a signé. C'est vrai, un cachet qui est à côté qui a mis le directeur. Mais n'importe quel agent du service peut mettre le cachet à poser une signature. On ne sait pas, ce n'est pas le ministre lui-même qui a signé. Ce n'est pas le directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire qui a signé ce communiqué. Ce n'est même pas le ministre. C'est la direction de la communication. Ce n'est pas aussi la voix officielle, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement, comme il est parfois donné de voir. Donc tout porte à croire que personne même d'ailleurs ne veut endosser la responsabilité de ce communiqué-là, au contenu suffisamment laconique pour des faits très graves. Le décès, je n'ai pas fait cas dans le communiqué officiel, mais ça ne veut pas dire que même le célèbre Dozo, le Bonk, il a même mis sur sa page, Drabo, il a mis sur sa page qu'ils ont perdu un des leurs qui était allé prêter main forte au FDS pendant l'attaque. Mais serait-ce que ça? On n'a pas eu. Avec tous ces tirs-là, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il peut arriver qu'il y ait des tirs nourrissants, perte en vie humaine. Mais quand la perte en vie humaine est là, il faut actualiser le communiqué. Il faut actualiser. Donc, toute cette gestion par rapport aux 5 mois, est-ce que ça rassure ou pas? En fait, c'est la cadence, c'est le début de la cadence. Les uns et les autres vont, à ce rythme-là, ça va aller, ou à ce rythme, ça ne va pas aller. La dernière fois aussi, on a vu un communiqué sans référence. Un communiqué officiel qui ne porte aucune référence. Non. L'administration à un autre niveau, c'est pas possible. Donc, tous ces faits les faits et gestes doivent corroborer pour dire, oui, on tient un bon bout, d'ici effectivement 5 mois, on peut avoir des fruits, ou dire qu'on n'en verra pas. Mais je ne suis pas pessimiste. Mais je pense que c'est mieux de relever encore le niveau dans la gestion pour qu'on puisse être rassuré. Par rapport toujours au délai des 5 mois, j'ai apprécié le commandement de crise qui a été installé dans le Sanguier pour gérer la crise de Parcois. Mais la réalité aussi, c'est que c'est arrivé très tard. C'est bon d'avoir
et salé. J'ai apprécié. En avant-propos, je l'ai dit vendredi dernier. Mais à mon fort intérieur, je pense qu'on aurait pu installer cette cellule-là plus tôt. C'est pas grave. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on est allé au Mali. Quel est le niveau de collaboration avec le Mali? Est-ce que nous allons faire maintenant la guerre comme les Maliens ou nous allons rester dans ce même cadre? Les Burkinabés également attendent de savoir. Et pour terminer, vous regardez les dernières nominations. Ceux qui devaient être au front pour faire la guerre sont en train d'être nommés dans des bureaux feutrés. Et il y a des remplacements qui, de mon point de vue, n'en valaient pas la peine. Dans des directions, ça n'en valait pas la peine. Mais bon, les gens ont pris leur pouvoir, il faut gérer. Mais en même temps, nous sommes dans une situation de guerre. Ici, les bérets vont occuper les postes, les bureaux climatisés. Qui va faire maintenant la guerre? On va dialoguer. Mais pendant ce temps, on a vu également, pour aller ravitailler Dori, les conditions dans lesquelles le ravitaillement a été fait et les dénonciations sur fond de soupçons d'argent qui aurait été versé. Jusqu'à présent, pas démenti. Ces sons-là, on les a attendus après. Donc, l'un dans l'autre, pour rassurer les Burkinabés que dans 5 mois, on va inverser la tendance, il faut faire mieux en termes de communication, en termes d'anticipation et donner des signaux d'espoir. Pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau. J'ai dit 5 mois, c'est si long, mais 5 mois, c'est si court. D'accord. Alors on va passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Une peine d'emprisonnement de 5 ans, dont 2 assortis de sursis et une amende ferme de 10 millions de francs CFA pour le principal accusé dans l'affaire dite de l'explosion sur le site d'orpaillage de Gongombiré. Alors il faut rappeler que les 4 autres complices, quant à eux, ont été condamnés chacun à une peine d'emprisonnement de 3 ans et une amende de 10 millions de francs CFA, le tout assorti de sursis. Juge Var, beaucoup attendaient dans cette affaire-là un procès pédagogique. Quand on regarde ce qui a été donné comme sanction ou sinon comme verdict, est-ce que vous estimez que cette pédagogie a été au rendez-vous? Bon, vous voyez, il faut accepter aussi quelque chose. C'est que souvent, en la matière, les sanctions, tout ça, c'est déjà prévu par la loi. Et on se rappelait de l'affaire au Bouffe, c'était posé un certain nombre de questions. Mais donc, c'est la réalité des choses aussi. Maintenant, c'est clair aussi que quand vous regardez, bon, pour certains, 3 ans, parlant des 4 complices, 10 millions d'amendes. Et puis, je pense que pour le principal, c'est aussi 10 millions d'amendes et 5 ans, dont 2 assortis de sursis. Bon, vous savez, ça dépend de là où on se pose. Hein. Et si vous êtes parent de victime, même une prison à vie, peut-être avec la douleur que vous avez et tout, vous pourriez peut-être à un moment donné vous dire que lui au moins il est en vie et c'est un peu injuste pour vous. Donc d'une façon ou d'une autre, il y a des sentiments qui peuvent être divergents. Mais je crois aussi que le plus important, c'est de fixer les responsabilités et puis très vite faire payer à ceux qui ont commis ces impairs-là, ces imprudences, de pouvoir répondre. Et ça, au moins c'est fait et c'est tenu pour dire. Sinon, on vous dira que c'est pas fait exprès. Mais en même temps que c'est pas fait exprès, il faut être responsable dans chacun des actes qu'on pose et mesurer tout le caractère dangereux de certains gestes. Comme on l'a vu un moment aussi à Ouagadougou, dans un quartier résidentiel, où on a eu une explosion parce que quelqu'un a voulu entreposer ce qu'il ne faut pas dans ce type de quartier. Et ça, les exemples sont légion. On a vu aussi par exemple à Ouaga 2000, et ça c'était aussi notre presse qui s'en ferait donc l'écho à travers ces colonnes. Un monsieur qui, parce que les déchets médicaux coûtaient trop cher en termes de destruction, a pris une villa à Ouaga 2000 où partait entreposer ses déchets. C'est-à-dire il les a parqués dans les pièces. À un moment donné, les odeurs nauséabondes, l'eau à la fois d'une odeur, d'une puanteur insoutenable, et puis d'une coloration à se poser toutes les questions qui dégoulinaient, qui sortaient de la villa. Les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont interpellé, on va, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on regarde? En fait, la maison a été transformée en dépotoir. Et qu'est-ce que vous y avez? C'est des ordures, mais des ordures
en fait, comment dire ça, qui ont été collectés visiblement chez des, comment on appelle cela, chez des officines hospitalières. C'est dangereux. C'est dit, est-ce qu'on pense à la santé des gens qui sont à côté? Mais non, on prend le marché, on se retrouve le moyen de l'exécuter. Mais quelquefois, c'est-à-dire, on se demande, mais ils pensent à quoi? On est dans une société où si le Dieu argent a fait que pour certains, bon, la vie des autres, c'est pas grand-chose. Et il faut, par moment, revenir à la réalité et rappeler aux gens qu'il y a des comportements à avoir. On a encore vu les vidéos des personnes qui étaient étourdies, des brûlés à certains degrés. Quand vous regardez, c'était insoutenable. Mais les gens n'arrivent pas quelquefois à faire le rapport entre l'acte qu'ils sont en train de poser ici et maintenant pour quelques miettes, ou bien par imprudence, et les conséquences majeures qu'il peut y avoir. Et quand le drame survient, faut pas, et je le dis toujours, il ne faudrait pas rester en africain comme on l'aime à le dire. Non, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est parce que c'est arrivé. Sinon, là, ça pouvait ne même pas arriver. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Quand il y a des impairs, quand il y a des inconséquences, il faut fixer les responsabilités et que les gens payent pour ça. Au moins, il y a la leçon. Et pour moi, ça, c'est très important. Maintenant, si c'est apprécier les peines et se dire, bon, on aurait pu être plus lourd, on aurait pu être ceci, 10 millions, c'est pas rien. Et 5 années dans la vie de quelqu'un en prison, c'est pas rien. Mais aussi perdre un proche, je ne sais pas si ça a quelque chose de comparable. Parce que là, c'est le non-retour. Vous ne pouvez pas le faire revenir. Donc, je veux dire que l'appréciation peut se faire à différents niveaux. Mais le plus important, c'est poser les jalons pour tenir, pour comment dire ça, tirer les leçons. Et là, au moins, ce n'est pas passé comme ça, comme lettre à la poste. Je pense que ça, c'est le plus important. D'accord. Alors, le bilan, à son temps, avait choqué tout le Burkina et même au-delà. Alors, on parle d'une 60aine de morts, autant de blessés. Quand on met à côté ce qu'on a comme verdict, beaucoup se posent la question si c'est les juges qui ont été très cléments ou bien c'est la réalité de notre code pénal. Juge Bourgman. Oui, mais c'est pas... Je ne pense pas que nous ayons des juges complaisants en ce qui concerne les questions de peine. Le juge ne juge que sur la base de ce qui est prévu par notre code pénal. Alors, donc, ce qui fait que c'est très difficile de trop nous en prendre au juge. Parce que c'est quoi? Les charges sont retenues sont quoi? Alors que les peines sont en fonction des charges. Donc, homicide volontaire ou involontaire. Donc, c'est en fonction de tout cela que le juge prononce son verdict. Donc, je pense que... Moi, j'ai dit, je comprends. Parce que quand il y a une perte en vie humaine dans ces conditions, pour un pays comme le Burkina, où ces choses ont commencé à être récurrentes, on devrait être très vigilant et plus sévère dans les sanctions pour dissuader. Ce n'est pas la première fois que ces choses-là arrivent, mais on a également une justice qui ne va juger que sur la base de ce qu'elle a comme support juridique pour le faire. Je voudrais rappeler l'affaire Obouf. Il y avait même eu le cas de cet expatrié qui s'est donné à la pédophilie au niveau de l'arrondissement 11 pour juger. C'était un jonglage en son temps. Donc, c'est aussi de revoir ces choses-là de fond en comble. Et puis les textes, c'est en fonction des réalités qu'on on relit en général. Voilà. On a relu le code pénal pour intégrer à un moment donné les questions de réseaux sociaux. C'était devenu très difficile. Donc je pense que je comprends les uns et les autres qui ne sont pas très satisfaits de la peine, mais en la matière également c'est rare que que les peines fassent l'unanimité. Ça aussi c'est très rare. Je comprends leur crainte parce que leur plainte, disons, à cause du niveau de ce qui a été donné de voir comme dégâts. Ça oui. Mais dès qu'on a choisi d'être dans l'état du droit démocratique, il faut apprendre à y faire avec. En attendant, je dis bien, mais il y a des choses à revoir de fond en comble. D'accord. Alors, parmi les chefs d'inculpation, on a importation, utilisation et même commercialisation illégale d'explosifs. Alors, beaucoup estiment que c'est vrai, la case justice, non, l'institution justice doit jouer son rôle, mais on doit avoir un contrôle en amont pour éviter justement ce type d'importation-là. Est-ce que l'accent ne doit pas être mis à ce niveau, juge?
Oui, il y a la question du contrôle, on est d'accord. Mais quand vous regardez les chefs d'accusation là, c'est quoi? C'est que ce qu'ils font là, c'est illicite. C'est-à-dire que c'est, je vais trouver les chefs d'accusation. Je pense que je vais les avoir en tout cas. Mais quand vous regardez, voilà, c'est achat, importation, transport, stockage, utilisation illicite de substances explosives à usage civil, blessure involontaire et homicide involontaire. Mais quand vous regardez, c'est comme le cas c'était à Gunguin ou c'était à Larlé, pour être plus précis. Quelqu'un qui a sa maison et qui vient y entreposer des explosifs. Vous pouvez même voir chaque soir ou bien à l'intervalle de 2-3 jours des gens transporter des éléments avec soit dans un petit camion ou dans un tricycle. On vient, on les entrepose et puis après on est parti. Si vous n'êtes pas puriste du domaine, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Maintenant, il y a une réalité aussi. Vous parlez de contrôle. Si le monsieur, il sait ce qu'il transporte et que la plupart du temps les véhicules ont tous les documents et tout, des fois c'est des choses qui passent entre les mailles du filet, c'est très compliqué. Et quand surtout la personne a conscience de l'illégalité de son process, il est beaucoup plus prudent. Mais c'est ça qui fait mal dans ce type d'affaires-là. Je reviens encore sur le cas de l'Arlé. Comment quelqu'un peut venir entreposer du matériel qui peut déplacer des tonnes et des tonnes de sable à travers une détonation juste à côté d'habitation. C'est dire, c'est ahurissant. Et vous allez voir que peut-être même le petit qui travaille là-bas n'est même pas informé. Celui qui surveille le lieu n'est pas informé. Il se prend une cigarette chaque 13h, 14h après avoir mangé et puis passer son petit café. Mais c'est grave. En fait, c'est ça le problème. Je dis, c'est le dieu argent qui nous a mis un peu dans cette situation-là. Où tout le monde est mu par son petit gain et ce qu'il gagne ici et maintenant. Tant et si bien que le reste, ça devient relatif. Et on aime toujours s'en remettre à Dieu. Bon, si Dieu dit va te laisser, il va te laisser. Si Dieu a sa main sur toi, il aura sa main sur toi. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Les actes qu'on pose, les responsabilités sont les nôtres. Et puis les précautions qu'on prend nous évitent un certain nombre d'éléments. Donc, je suis d'accord qu'il doit avoir un contrôle. Et qui plus est sur un site. Comme on l'avait par exemple. Donc la question du contrôle est une question aussi à interroger. Parce que même je me dis que ça ne peut pas être aussi pourri que ça. Donc même dans l'accès à ces sites, il devrait y avoir des contrôles. Et ça c'est une vérité. Donc après avoir interrogé aussi après avoir interrogé et fixé des responsabilités à travers une enquête, il faut voir aussi comment est-ce que ça peut être possible. Et je crois aussi que c'est pour ça que lorsqu'on a des enquêtes, il faut bien cuisiner les responsables qu'on a à la fin. Parce que quelquefois, il y a toujours un genre de complicité. Maintenant, lorsque on est très corporatrice, et à un moment donné, quand ça va vers ça, on préfère se couvrir, on n'aura que... C'est-à-dire que on n'aura qu'une partie de la vérité et une partie des responsabilités qui soient fixées. Et ça, c'est partout. Et quand c'est comme ça, on n'a pas forcément réglé le problème parce que demain, quelqu'un de même acabit viendra et trouvera de par les mêmes irresponsables qui, eux, sont passés à la trappe, pourront, de par eux, revenir faire les mêmes choses et après on aura le même problème et on dira voilà un autre aussi qui n'aura rien respecté. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui dans le contrôle et quelqu'un qui ne fait pas son travail mais qui pactise ou bien qui rend la chose possible. Donc tant que les responsabilités ne sont pas fixées de façon entière, c'est un peu compliqué. Mais là, en la matière, quelquefois, il faut compter avec la volonté des uns et des autres de se couvrir. Et ça arrive très souvent. D'accord. Alors, dans l'industrie minière, quand on regarde, l'orpaillage occupe une place de choix et effectivement emploie beaucoup de personnes quand on voit le nombre et ce qu'on a comme statistiques en la matière. Et pour l'utilisation justement de certains produits comme les explosifs à usage civil, il y a aussi le cyanure qui est très souvent utilisé. Beaucoup estiment, c'est vrai, en plus de la carotte, de la sensibilisation, il faut le bâton. Et à ce niveau-là, la justice doit avoir une main assez lourde
pour justement dissuader ceux qui seraient tentés d'aller vers ce sens-là, parce que, je dois la rappeler, il y a des enjeux financiers. Alors, votre regard justement par rapport à cela, quand on a un jugement ou un verdict qui n'est pas assez lourd, est-ce qu'il n'y a pas à craindre en tout cas d'autres drames comme ce qu'on a vécu à Gongombiré? Non, ce n'est même pas ça. Le mieux même, c'est de faire en sorte que le drame ne survienne pas en anticipant. Et l'anticipation, c'est vraiment la surveillance de nos frontières, c'est la surveillance du milieu. Les acteurs du milieu sont connus, ils les connaissent. Ceux qui sont dans le domaine des vérifications, des contrôles le connaissent, savent qu'un tel, c'est un exportateur de ceci ou cela. Pardon, un importateur de ceci ou cela. Donc, il y a aussi la contrebande, l'effet de la contrebande. Une population qui ne collabore pas. Quand les contrebandiers ont été pris, je pense que c'est au centre-est, avec d'ailleurs, non, c'est le centre-sud, avec d'ailleurs ces mêmes produits-là. Mais ce sont les populations qui sont sorties chasser les douaniers et permettre aux fuyards, permettre comment on appelle ça, aux trafiquants, comme on les appelle, de fuir avec la marchandise. Et qu'ils luttent pour avoir leur pain quotidien. Ce sont les mêmes populations. Et après, c'est les mêmes qui subissent les dégâts et qui reviennent se plaindre que la peine elle n'est pas conséquente. À Ouagadougou, ici, l'on se rappelle le mauvais quart d'heure que l'agent de police a passé pour avoir interpellé un véhicule qui n'était réellement pas en règle et qui a pris la fuite et qui l'a pourchassé pour arraisonner. Mais ce sont les mêmes populations qui sont sorties pour défendre le véhicule, pour défendre l'indéfendable. S'il y a un dégât, la peine est lourde ou pas, c'est les mêmes là qui vont sortir dire la peine là n'est pas lourde. La peine est ceci, cela. À la fin, il faut savoir ce qu'on veut. Donc tant qu'on ne pourra pas faire en sorte que les produits de la contrebande, grandeur nature, ne rentrent, tant qu'on n'aura pas une population qui va collaborer, ça ne va pas marcher. Parce que les gens même connaissent ceux qui sont dans le domaine, mais il ne prendra jamais son téléphone pour appeler et dire allô, il y a un suspect ici. Il ne fera pas ça. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est quand le problème va se venir qu'on attend maintenant que la justice soit lourde et revenir dire qu'elle a eu la main là, elle n'a pas sanctionné conséquemment, il faut dissuader les éventuelles brebis galeuses. Mais ce travail là prendra du temps pour faire comprendre les enjeux aux populations. Et pour la surveillance, il faut suffisamment de moyens, comme on appelle ça, de communication et de surveillance. Sinon, les mines artisanales sont connues, président. L'orpaillage, où c'est fait là, c'est connu. Ils font avec quoi? Ils font avec ça. À partir de ce moment maintenant, ceux qui l'utilisent sur le site là, comment ils se ravitaillent? On a suffisamment d'enquêteurs qualifiés pour remonter la pente en un temps record. C'est pas ça qui manque dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, dans les rangs surtout de nos douaniers. Ce n'est pas ça qui manque. Il y a une complicité quelque part, il y a quelqu'un qui ne fait pas son boulot quelque part, comme on l'a vu dans l'affaire contrebande de carburant, où pour que ça réussisse, beaucoup sont mouillés dans la chaîne. Donc c'est la même chose dans ce domaine-là. Que le juge ait eu la main lourde ou pas, je pense que nous pouvons travailler à ce que la justice ne siège même pas pour ces cas, parce que ça n'aura pas de venir. Mais si on ne fait pas ce travail d'anticipation, on va poser un faux problème, un faux débat, et on n'aura pas le résultat escompté. Parce que j'ai dit, c'est de faire en sorte qu'on n'en ait même pas. Ça, ou du moins qu'on diminue grandement les terrains. Alors qu'aujourd'hui, les sites d'orpaillage sont connus, les sites de comment on appelle ça, oui, d'orpaillage sont connus, d'exploitation artisanale, c'est connu. Et ils se ravitaillent où? Une bonne... et c'est pas des enquêtes qui n'ont même pas révélé ça, qui n'existe pas. Non. Je pense qu'il y a beaucoup plus de complicité dans notre administration, comme l'a révélé la contrebande de carburant. Si on règle ça, on réglera en même temps beaucoup de problèmes. On n'aura pas à aller devant le juge. Alors, juge, in fine, qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de cette affaire d'explosion au niveau de la site de Gongombiré? Non, la leçon, c'est que, en définitive,
il faudrait que les uns et les autres comprennent que les petits gestes qu'on pose et souvent nos écarts là nous rattrapent. Mais en même temps, ceux qui sont complices peuvent payer. Parce que quand on se rappelle que Gongo Biro, quand les premiers témoignages qu'on avait pu avoir, parce que nous avions aussi en son temps dépêché notre journaliste sur le terrain, Joseph Koudrou. Voilà. Certains disaient quoi? Maintenant qu'ils disent non, ça doit être du Faraway. Ils avaient des noms qu'ils donnaient. Chacun donnait des noms, en tout cas à la perception du son qu'il a entendu, du dégât et tout, et tout. Mais ça veut dire que tous connaissent plus ou moins. Et ils disent, le hangar d'où c'est parti, ils savent plus ou moins aussi ce qui y est. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui a pion sur rue, qu'on sait. On est conscient de ce que ça peut faire, parce que quand ils disent Faraway, par exemple, ils disent que c'est utilisé, par exemple, sur je pense que c'est des rochers, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'en termes de capacité de destruction, c'est pas un petit dynamitage. Donc ils en sont conscients. Mais quand vous êtes à proximité et puis vous faites ce que vous voulez, il y a un problème. Donc ça vous rattrape. Ça aussi c'est une réalité. Donc si chacun n'est pas le gendarme de l'autre et chacun se dit bon, on peut le faire, il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas de malheur, mais un jour ça va vous rattraper. Lorsque le malheur viendra, vous allez payer tous ensemble. Ça c'est une première leçon. Et puis pour ceux qui pensent que le gain facile là, ça doit être ça d'abord. Il faudrait qu'ils comprennent que le pire peut arriver et vous allez vous retrouver à payer ainsi. Maintenant, là aussi, et c'est là que je rejoins aussi peut-être certains, quand ils regardent 60 morts, 60 blessés, et pour des personnes qui savaient la dangerosité des actes qu'ils posaient, ils se disent, bon, le gars il va se faire 5 ans, 2 ans de sursis, il va payer 10 millions. Dans tous les cas, ceux qui travaillent dans ces sites, on sait comment ça fonctionne. 10 millions, c'est pas grand-chose pour eux. Donc, pour beaucoup, ils s'en sortent quand même assez bien. Donc ce n'est pas encore tâche d'huile, ce n'est pas encore forcément la leçon forte qu'on veut retenir. Mais je pense que les uns et les autres comprendront aussi qu'il y a comme une épée de Damoclès, il faut savoir faire ses choix. Mais on parle de contrôle aussi. Mais regardez, hier on a fait un très beau reportage qui va passer à 14h sur ce qui se passe à Perquois, avec un autre de nos reporters, Serge Kabouré, qui y est allé. Mais quand on parle de la question des contrôles, on était même aussi sur le plateau avec un expert en HSE, hygiène, santé, sécurité et environnement. Il y a des préalables. Est-ce que pour la mine de Perquois, il y a ces préalables qui ont été respectés? On parle d'un dynamitage qui a eu lieu la veille de la pluie, qui était controversé, mais qui avait été tout de même, acté en termes de décision par l'un des responsables. Par lequel l'eau est descendue. Même la question des mesures qui sont prises dans la mine. Et vous regardez la gestion même de la mine dans les premières heures. Et jusqu'à samedi, il était annoncé que dans les heures qui viennent, il y aurait du matériel qui viendrait d'Afrique du Sud pour aider à pomper l'eau. Donc toutes les mines qu'on a ici là, on n'est pas encore en capacité de régler un type de problème qui peut vraiment arriver. C'est-à-dire que on vient, on ponctionne, tant que on donne des milliards à l'État, tout le monde est content, tout le monde est tranquille. Mais lorsqu'il y a problème, on cherche à savoir mais qui n'a pas fait son travail, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais c'est pas l'argent là seulement. Qu'est-ce qui advient de nos mines même lorsqu'elles partent après? Ça encore, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont en train de payer le lot tribut. Mais l'État dit quoi? Pour ces personnes qui viennent et qui extraient, et quand elles partent, on connaît l'impact environnemental qu'il y a et on ne leur demande rien pratiquement pour qu'ils partent. Ou bien lorsque des éléments sont donnés, les populations qui sont impactées au premier chef, celles-là n'en voient ni l'odeur ni la couleur. C'est ça aussi le problème que nous avons. Donc il y a des responsabilités qui sont multiples, des responsabilités qui sont plurielles. Et tant qu'on est dans nos façons de fonctionner, ou bon, moi j'ai eu pour moi dedans, donc mon frère, pour moi c'est bien. Si on va fonctionner comme ça, tout le monde va y perdre, parce que ce façon-là, ça appartient à tout le monde. On va le léguer de la façon dont on l'aura traité, et peut-être on sera moins fier parce que les autres nous ont légué meilleur. Je crois que ça aussi c'est notre responsabilité, de chaque jour faire mieux, d'être honnête et sincère avec nous-mêmes et puis d'être rigoureux. C'est ça qu'on appelle un État. Pas celui qui, avec des responsables, qui papette et profite, regarde toutes les choses et se dit ce que moi j'ai gagné c'est bon. Mais oui, le Burkina lui il a gagné quoi? C'est quoi vous léguez après? D'accord. Il faut qu'on ait des gens, des hommes d'État. Il faut qu'on ait des gens qui, dans la gestion des affaires d'État là, soient à une certaine hauteur. Et ça c'est très important.
Verdict de la justice dans l'affaire explosion sur le site d'orpaillage de Gongon-Biro et l'attaque de la maison d'arrêt de correction de Nouna. Voici les deux sujets qui étaient en tout cas enrôlés pour la présente convocation. On va mettre ici un point final à la présente émission. Merci, messieurs le juge, pour les clés de lecture et en tout cas les analyses. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Portez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.